Alors, merci à tous les courageux qui se sont déplacés pour parler de cloud souverain, pour qui, pourquoi, comment. Et on va voir que c'est potentiellement beaucoup moins anodin et sujet de fond de cocktail qu'il ne pourrait y paraître. Les trois premières parties, introduction nécessaire, je vais passer sur les badges, sur les fournisseurs. Ça va vraiment être un tableau rapide, histoire que vous ayez, quand on partagera la présentation à l'issue de cette intervention-là, vous ayez des références pour revenir dessus et éventuellement aller creuser aussi par vous-même. Et puis, je vais m'attarder un petit peu sur les enjeux, le cloud souverain et puis la souveraineté numérique en général et quels impacts et pourquoi y réfléchir et comment. Alors, première introduction, il y a des agents infiltrés dans la salle, il y en aura sûrement qui sont intéressés, il y a beaucoup d'intérêts, notamment marché, qui tournent autour du terme cloud souverain, de la souveraineté numérique. Je vais forcément à un moment choquer l'oreille de quelqu'un, mais c'est pas grave, on peut en parler après, ou si vous avez des questions pour me mettre mal à l'aise à la fin, il n'y a pas de problème, j'accueille. Voilà, soyez prévenus. Déjà, je vais partir sur ma définition de ce que c'est que cloud dans cloud souverain. Donc, je vais être assez scolaire sur cette partie-là. Pour moi, c'est une entité qui met à disposition des ressources informatiques. Jusque-là, ça va. Mais avec 4 critères principaux qui sont consommables en self-service, par API, à la demande et facturés à l'usage. Donc déjà, ça peut être clivant pour certaines oreilles, mais c'est la définition que je vais conserver tout du long quand je vais utiliser le terme cloud. Maintenant, il y a un deuxième terme qui est souverain. La souveraineté, on va se baser sur quelque chose de écrit mesurable, qui était la souveraineté telle qu'elle a été décrite par l'ANSSI, à savoir géolocalisée en France ou en Europe, et sous cadre juridique français ou européen, et sans influence de loi extraterritoriale. Ce sera notre cadre de discussion pour aujourd'hui. Après, effectivement, souverain, c'est quelque chose qui est... alors, ça, je l'ai entendu dans ma carrière, donc il fallait que je le place. Oui, la souveraineté, c'est sphérique comme concept. C'est-à-dire que tout le monde peut le regarder un petit peu de son angle. Et tout le monde a l'impression que on parle de la même chose. Et puis, en fait, suivant les contextes, être souverain, ça peut être complètement différent en termes de réalité de terrain, en termes de réalité technique. Ça peut être dans certaines entreprises purement un positionnement marché ou marketing. Et puis pour d'autres entreprises, ça a des contraintes opérationnelles. Donc c'est pas toujours la même chose. Donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous entendez, y compris ce que je vais dire. Il y a un autre terme qui a émergé assez récemment, qui est de confiance. Aujourd'hui, de confiance, c'est plutôt un petit peu flou. C'est la norme Secnum Cloud de l'ANSSI, sur laquelle on va revenir un petit peu, à glisser vers, ok, maintenant Secnum Cloud, ça définit un cloud de confiance. Ce n'était pas le cas au début, sur les premières versions de Secnum Cloud, le terme n'existait pas. Maintenant, effectivement, même si la définition cloud de confiance est assez floue dans les faits, on va voir, c'est quel que soit le fournisseur que vous allez choisir, de toute façon, le vrai enjeu, c'est la confiance que vous avez dans votre fournisseur, puisque si on soupçonne son fournisseur de refiler des infos à une quelconque agence gouvernementale, même s'il a tous les badges, à partir du moment où il y a du doute, la confiance n'est pas là. Voilà, ça c'était les préliminaires. Maintenant, les badges, juste pour replacer un petit peu certaines planètes dans la galaxie, il y a toute la famille ISO. Se rappeler que seul ISO 27001 est certifiable, toutes les autres sont des annexes de la certification ISO 27001. Quand vous allez voir du 27002, du 27017, du 27018, du 27701, en fait, le 27002, c'est le pendant technique de 27001. C'est déjà une annexe, donc il y a des morceaux à valider quand on veut passer la 27001. 27017 et 18, c'est des extensions de 27001, 27002 adaptées et étendues au contexte de fournisseurs de cloud. Alors, quand je dis de cloud, ça peut être infrastructure ou service de type SaaS.
Et ISO 27701, c'est un guide, c'est pareil, c'est une extension de 27001, mais qui traite principalement des données de vie privée et qui peut notamment être un bon guide quand on veut aller chercher de la conformité RGPD. En fait, il y a un certain nombre de checklists dans 27701 qui permettent de suivre le bon chemin. HDS Secnum Cloud, je les mets dans le même panier, désolé, parce qu'on n'a qu'une heure. Donc, effectivement, c'est des certifications qui sont requises pour certains marchés publics, qui englobent tout ce qui est ISO 27001. Donc, si on est que HDS, a priori, c'est même plus trop un challenge de passer l'ISO 27001. Et notamment dans les recommandations HDS, il y a faites attention à bien cocher toutes les cases de ISO 27001 et de ISO 27002 et de les étendre avec tel et tel et tel critère. Une mention spéciale pour Secnum Cloud qui est la seule certification qui a des critères à valider, notamment au passage de l'audit, sur la notion de souveraineté telle qu'on l'a définie, à savoir géolocalisé en France ou en Europe et avec des entreprises qui sont de droit français ou européen. Et puis il y a plein d'autres badges. Il y a PCI DSS pour les banques, il y a SOC pour de l'opérationnel et de la réponse sur incident, il y a TISAX pour tout ce qui est échange d'assets industriels, notamment dans le monde de l'automobile. Bref, les clubs de certification ne manquent pas, donc c'est pas toujours comparable d'une entreprise à l'autre. C'est pour ça que je me permets 2-3 rappels, à savoir que une certification, ça ne fournit pas de garantie, si ce n'est celle que effectivement l'entreprise a passé la certification. Maintenant, selon le pays, l'organisme auditeur, le périmètre qui a été sélectionné, avoir ISO 27001 par exemple, ça peut vouloir dire des choses complètement différentes suivant les fournisseurs. À partir du moment où il y a un enjeu d'être présentable sur un marché et donc qu'il y a des enjeux financiers derrière, il y a forcément des dérives. Maintenant, s'il y a des dérives, il y a aussi de la bonne foi. Donc, ça ne suffit pas, ça ne fournit pas de garantie, mais voilà, l'absence de certification n'implique pas que les fournisseurs fassent n'importe quoi. C'est pas parce qu'il n'y a pas tel badge que c'est YOLO, on fait ce qu'on veut. Donc obtenir une certification, c'est un investissement lourd. Il y a plein de chemins qui peuvent exister. Notamment, je reviens derrière sur la partie fournisseur. Il y a certains fournisseurs qui, en fonction de leur contexte pays et de leur contexte opérationnel, ont fait des choix différents pour prouver leur bonne façon de fonctionner et leur efficacité aux clients. Ça, je crois que je l'ai dit à l'oral. Donc, comme ça, vous pourrez avoir la référence écrite plus tard. À rappeler également que les certifications ne sont pas transitives. Ce n'est pas parce que vous avez un fournisseur qui est certifié Secnum Cloud que votre solution posée dessus va l'être. Par contre, effectivement, avoir des fournisseurs qui sont certifiés, ça va faciliter l'obtention de vos certifications si c'est un objectif d'entreprise, puisque vous allez pouvoir ranger une partie du chapitre de prouver votre bonne foi sur la partie infrastructure, par exemple, derrière le fait que votre fournisseur d'infrastructure est certifié à tel niveau et que donc cette partie-là, ce n'est pas vous qui portez la certification, vous allez vous appuyer sur la certification de ce périmètre-là pour construire votre preuve de certification sur votre solution. Ce n'est pas transitif, mais ça peut quand même aider. Les fournisseurs, alors, c'est là que je risque de marcher sur les orteils d'un paquet de gens. Donc l'aperçu, c'est que quand on regarde vue d'avion, d'un coup, tous les fournisseurs sont cloud et sont souverains, à peu près, en Europe. En ce moment, tout le monde se dit cloud et souverain. Tout le monde ne répond pas à mes critères, et comme il y avait trop de monde et qu'on n'a qu'une heure, j'ai choisi de mettre un coup de tronçonneuse et de dire je vais donc sélectionner pour cette présentation des fournisseurs qui ont à la fois de l'infrastructure as code avec IAM, Object Storage, réseau privé, VPS, la possibilité de créer nos images serveurs et des IP publics pour la partie IaaS, plus
Container Registry et Kubernetes managé et base de données managée, plus l'accès en self-service de façon programmatique, REST API, CLI et Terraform. Ça fait beaucoup de critères. Maintenant, ça permet, dans la shortlist que je vais faire, qui est déjà bien fournie, d'avoir une flexibilité maximale en fonction de vos contextes techniques. A priori, si vous êtes plutôt typé sur je manage tout jusqu'à mes security groups, la partie IaaS va vous convenir. Si vous êtes plus orienté plateforme, c'est plutôt vers les services managés, mais au moins vous aurez le choix et vous pourrez faire votre mix pour réfléchir à comment mettre tout ou partie de votre SI chez ces fournisseurs-là. Alors, premier constat, en France, on est plutôt bien loti. Donc, je vous ai mis... alors, j'ai pas fait d'études comparatives sur les prix, parce que trop compliqué. Il faudrait un cas particulier. Mais donc, on a NumSpot qui est en train de se monter et qui a déjà lancé. Alors, bon, déjà, tout le monde est ISO 27001, donc ça, c'est entre guillemets même pas un critère, si ce n'est l'absence devrait peut-être vous faire tiquer. Donc chez NumSpot, HDS Secnum Cloud c'est déjà lancé, c'est pas encore obtenu. Chez Outscale, c'est déjà obtenu depuis un moment, notamment NumSpot s'appuie sur Outscale pour une partie de son infrastructure. OVH Cloud, désolé, je suis obligé de leur décerner la Coupe d'Europe de la certification, puisque là, j'ai pas pu toutes les mettre, c'est pour ça que j'ai rajouté Name It, puisqu'ils ont des certifications espagnoles, italiennes, allemandes, anglaises. Enfin, je pense qu'ils ont raclé tous les tiroirs de l'Europe pour trouver les certifications à passer et ils les ont toutes affichées sur leur site. Donc voilà. Chez Scaleway, j'ai mis Secnum Cloud en cours parce que le dossier a déjà été déposé. C'est une démarche qui a démarré. Et dans les autres, j'ai précisé, alors RFC 2350, c'est la RFC qui définit c'est une RFC qui définit un cadre de réponse opérationnelle en cas d'incident. En fait, c'est très proche de SOC. Donc, quand on veut comparer, c'est plutôt dans la catégorie SOC de type 2. Et bon, ils sont raccordés sur un autre référentiel. Et Cloud Temple. Donc on a quand même 5 fournisseurs qui sont peu ou prou déjà ou dans pas longtemps HDS et Secnum Cloud. Il y a du choix. En Allemagne, on a alors la BSI C5. Honnêtement, j'ai pas réussi à retenir le terme exact en allemand, mais grosso modo, c'est ISO 27001 plus BSI C5. On est à peu près au niveau d'HDS. Il n'y a pas de législation particulière sur les données de santé. En fait, les données de santé sont considérées comme données privées, et ça rentre un peu dans le même paquet en Allemagne. Mais donc, sur ces 4 fournisseurs, Ionos, Etzner, Cloud Sigma et Stack IT, on est sur l'offre de service que je vous ai décrite, à savoir du IaaS, du conteneur et un accès programmatique avec des connecteurs Terraform. Petit mot sur Etzner Cloud, BSI C5 en attente. C'est pas en attente parce qu'ils ont déposé le dossier. C'est bien marqué sur leur site que c'est en attente parce qu'ils attendent de voir la dernière version pour savoir s'ils vont faire l'effort de s'y conformer. Ils attendent la prochaine lecture. Et oui, alors, pour Stack IT, ISAE 3000, c'est une autre norme, mais c'est encore assez proche de SOC. C'est de l'efficacité opérationnelle en réponse à un incident. Coming soon, on en a entendu parler. Pour l'instant, on n'en a pas trop vu. Donc, on a plusieurs équipes qui se montent pour être souverains, même parmi ceux qui étaient considérés comme l'anti-souverain. Donc, on a une équipe Orange Capgemini Azure avec Bleu, qui a déjà déposé son J0 Secnum Cloud. Donc, aujourd'hui, 0 certification. Mais elles sont toutes listées. Ça, c'est ce qu'on vise. Honnêtement, on attend de voir les premiers tours des différents POC qu'ils peuvent avoir pour pouvoir en parler un petit peu. On a également l'initiative AWS Cloud Souverain où l'ouverture est prévue à la fin de l'année, où là, ils auront un premier data center et le pitch, c'est on va faire une filiale
qui sera de droit européen, entièrement allemande et avec des infrastructures souveraines, etc. Mais ce sera nos technos dedans, et donc la vie sera formidable. Et on a Sense avec Thales plus Google, qui en est à peu près au même niveau que Bleu, à savoir d'époque, beaucoup de marketing, et un J0 SecNumCloud qui a déjà été lancé. Pour l'instant, on attend de voir les retours de terrain. Je ne me prononcerai pas, savoir si c'est pour l'instant quelque chose de comparable. Sur 2025, a priori, ceux qui y a plus haut dans la liste sont plus sérieux. En tout cas, plus solides pour bâtir des choses. Ailleurs en Europe, si ça vous intéresse, Aruba Cloud en Italie, on a 2 acteurs suédois qui sont tous les 2 basés sur OpenStack, donc en fait qui profitent de tout l'écosystème OpenStack. Et donc tout ce qui est Cube, en fait c'est le Cube as a Service by OpenStack, etc. Petite mention pour Exoscale qui a l'air de trouver que OVH a une bonne stratégie et qui commence à aller chercher des certifs dans les pays d'à côté. Donc là aussi, c'est un peu, pour l'instant, c'est un acteur qui n'a pas trop fait de bruit, notamment parce qu'ils ne sont pas sur notre marché français directement, mais qui montent beaucoup et qu'on est extrêmement sérieux. On les a déjà reçus ici pour qu'ils nous exposent un peu la stack. Et c'est un acteur à considérer si vous faites des panels. Ça peut être intéressant de regarder. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça ? Là, on a bien posé le terrain. Aujourd'hui, alors j'ai mis plus de, parce que j'ai pas été chercher les derniers chiffres à jour. En 2023, l'estimation c'était 73% de l'IT d'entreprise en France qui était partagé entre AWS, Google et Azure. Dit autrement, ça veut donc dire qu'il y a 70% de l'IT d'entreprise en France qui est impacté par des lois extraterritoriales. Sans aller jusqu'à donner un avis, on peut au moins constater que le contexte géopolitique mondial est légèrement chaotique ces derniers temps, et notamment quelque chose qu'on redoutait et qu'on agitait un peu comme une sorte d'épouvantail, de dire oui, mais s'il y a des décrets qui passent, etc., c'est pas cool parce qu'on est soumis à des lois extraterritoriales. On a un précédent avec notamment Microsoft qui a dû couper sur décret du président Trump l'accès à la messagerie Office 365 du procureur général de la Cour pénale internationale, parce qu'il n'était pas d'accord avec ce sur quoi il bossait. Donc ça, c'était en mai. Alors j'ai mis, parce que vérifiable sur Euronews, Channel News, Nextink, voilà. Si vous voulez emmerder quelqu'un, allez voir les rédacteurs. Moi, j'ai fait mon boulot de croiser les datas. J'ai trouvé plusieurs sources. Et donc, on peut légitimement se demander c'est quoi votre plan B d'entreprise si votre fournisseur décide de soit vous couper tout ou partie de vos accès, soit refuse de s'interconnecter parce qu'il y a des luttes de pouvoir entre différentes plaques techniques. Typiquement, si par hasard on est un retailer et qu'on a de l'infrastructure en Europe et en Chine, si la Chine se fâche avec les US et que Alibaba Cloud coupe toutes les intercos avec Amazon, est-ce que ça vous impacte? Oui, non. Enfin, il y a de fortes chances que la réponse soit oui. Si vous avez de l'infrastructure chez Amazon et chez Alibaba, a priori, ça va gratter. Donc, c'est aujourd'hui des scénarios qui sont hypothétiques, mais ça peut valoir le coup de se poser les bonnes questions. Et du coup, pour nous, aujourd'hui, envisager la souveraineté, c'est vouloir minimiser les risques d'impact de la politique mondiale sur votre business, en remettant le droit français et européen en charge. Alors, là encore, j'émets pas d'avis, il est peut-être pas parfait, n'empêche qu'au moins, il est à côté. Ça passera pas par des ambassades pour négocier des trucs. C'est aussi, du coup, reconstruire votre capacité de contrôle sur les choses qui se passent chez vous. Et notamment en freinant la disparition de certains savoir-faire informatiques. J'en ai listé, c'est que des exemples, parce qu'en fait, il y en a plein des savoir-faire qui sont en train de migrer gentiment vers des pays qui sont fournisseurs de gros cloud. Mais typiquement, l'administration Kubernetes, si tout le monde continue à prendre du Kubernetes sur étagère à l'extérieur de l'Europe, dans 5 ans, a priori, les admins Cube, ils vont déménager et puis ils vont aller vivre soit le rêve américain, soit le rêve russe, soit le rêve chinois pour vivre leur passion technique. C'est un peu la même chose pour tout ce qui est système Linux, réseau. Aujourd'hui, on a tendance,
dans les entreprises à réfléchir la façon dont on travaille le système et dont on travaille le réseau avec les paradigmes des fournisseurs de cloud, notamment AWS, parce que ça a été les premiers à arriver sur le marché et à dématérialiser la chose et la proposer en API. Mais donc aujourd'hui, on a tendance à réfléchir avec ça et voire même à s'étonner quand on ne peut pas placer en security group. Bah ouais, mais dans tel cas technique, en fait, le security group n'a pas de portée. Nous, on travaille avec des VLAN. Bon, bah, c'est pas les mêmes paradigmes, mais il faut quand même garder ça en tête, quoi. Et tout ce qui est software defined network, storage, en fait, toutes les briques de base qui permettent de construire un cloud. En fait, si on continue à consommer pendant 10 ans à l'extérieur de l'Europe, bah, tous ces métiers-là, ils seront que à l'extérieur de l'Europe, tout simplement. Même si on parle d'open source, Software Defined Storage, il y en a un qui me vient en tête, c'est Ceph. Ceph, c'est l'expertise Ceph et le storage, c'est un métier en soi. Même si c'est open source, c'est pas parce que c'est open et sur étagère et disponible que vous allez pouvoir, en claquant des doigts, faire de la réversibilité sur un S3, par exemple. Ça prend du temps, ça se construit dans le temps, dans la douleur, mais ça vaut le coup. Option 1, c'est votre business. De toute façon, c'est pas moi qui vais vous dire comment le gérer. Donc, vous me dites, c'est bon, je gère, j'ai tout envisagé, pas de problème. Vous prenez un café, un croissant, il n'y a pas de souci. Option 2, comment est-ce qu'on peut démarrer? Alors, désolé, ça c'est les poncifs, après on va aller dans le détail. Il va falloir définir les besoins, les attentes. Okay, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on en attend? Parce que sinon, bah, en fait, c'est juste agiter de la poussière. Définir la cible, donc un périmètre technique ou métier, et surtout les impacts que ça va avoir de bouger. Puisque si vous avez déjà des équipes qui sont habituées à un certain nombre d'outils et de pratiques, ça va certainement chambouler un petit peu les pratiques du quotidien. Déjà, imaginez le chemin. Au lieu de se lancer immédiatement dans des POC, peut-être envisager des ateliers d'idéation avec les équipes techniques pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir aller de tel point, de notre point de départ à notre point cible. Et ça permet de détecter un petit peu les problèmes qu'il va y avoir sur le chemin et de les anticiper. Lister les moyens nécessaires. Celui-là, j'y tiens, parce qu'avoir des ambitions et pas mettre les moyens en face, c'est quand même dommage. Ça crame des ressources et c'est le meilleur moyen de se préparer à un échec. Savoir mesurer le succès, parce que quand même, être capable de mesurer à quel moment on se tape dans le dos en se disant qu'on a bien bossé, c'est important. Et partager la vision. C'est-à-dire que là, je parle beaucoup d'idéation et de projeter un plan, mais à un moment, il va falloir partager ce plan-là, soit aux équipes techniques en interne, soit à des prestataires, mais qu'il va falloir que la prestation soit en accord avec la vision, donc que la vision soit clairement partagée. Et ça, c'est un challenge en soi. Histoire que vous ne repartiez pas les poches vides, on vous a préparé ça. Parce qu'on aime bien les Canva, notamment, il est un peu inspiré du business model Canva. Et là, vous avez en fait les éléments clés qui vous permettent de vous rappeler si vous vous êtes posé les bonnes questions avant de bouger. Donc, ça reprend tous les éléments que je viens de lister. On a le besoin métier, le périmètre identifié, qu'est-ce que je vais vouloir bouger. Est-ce que j'ai des exigences sur mes fournisseurs, notamment en termes de conformité, en termes de service. La stratégie de bascule, je vais en détail un peu après dessus. C'est là où il y a le plus gros morceau. C'est quel va être le chemin pour passer de ma cible, de mon état actuel à ma cible. Et se rappeler de lister les impacts, les défis, les risques. Est-ce que j'ai une conformité cible à atteindre moi en tant qu'entreprise sur l'endroit, sur le service que je vais migrer. Comment est-ce que je mesure le succès, les moyens et les gains. Voilà. Là, vous avez une checklist pour vous rappeler bien tous les éléments. Et si ça, c'est rempli proprement, a priori, quand vous allez aller voir des gens pour vous aider, ça permet de bien résumer la chose. Donc, dans stratégie de bascule, en fait, je vais vous décevoir, mais une migration est égale à une migration. Quand on a fait toutes les migrations Move to Cloud, en fait, il y avait déjà ces 5 R là. Mais là, il s'agit de migrer peut-être d'un cloud à un autre cloud, peut-être d'un fournisseur quelconque à un autre fournisseur, mais qui est plus local. Et donc, on se pose les mêmes questions. Si j'ai un périmètre, est-ce que je peux le déménager en l'état,
lift and shift bateau. Est-ce que je dois adapter un petit peu des process, peut-être de livraison, de packaging, pour que ça s'adapte à la nouvelle plateforme? Est-ce que je dois carrément refondre l'application ou est-ce que je la vire? Et soit je la vire, soit j'en rachète une en SaaS. Alors du coup, racheter du SaaS estampillé souverain, comme ça vous aurez fait la migration plus vite. Mais il y a à chaque périmètre technique ce type d'approche que vous pouvez avoir en stratégie de bascule. Et sinon, mix and match. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos œufs dans le même panier, de la même façon que c'était le cas avant. Ça l'est encore quand on se pose la question de la souveraineté. Peut-être qu'il s'agit d'un enjeu de mettre votre core business, vos core data chez un hébergeur souverain. Et par contre, que pour la partie innovation, vous pourriez vous permettre de garder ce que vous aviez déjà comme compte cloud moins souverain. Et puis de faire vivre les deux ensemble, puisque les concepts cloud sont a priori à peu près portables. Donc vous pouvez garder une partie et en migrer une autre. Et puis de toute façon, c'est des choses qui vont se faire dans le temps. Je connais personne qui a migré en Big Bang l'intégralité de son SI. Il y a également la possibilité d'exploiter les spécificités de chaque fournisseur. Il y a déjà des entreprises qui sont multi-cloud parce que ils veulent exploiter un service spécifique chez Google Cloud et un autre service spécifique chez Amazon. Là, la question se pose aussi. Il y a peut-être des spécificités et un avantage concurrentiel à avoir de la base de données managée chez un Scaleway ou chez n'importe quel autre fournisseur. Et donc, intégrer cette notion de souveraineté dans sa stratégie multi-fournisseur, histoire de réfléchir bien sur l'ensemble de la stack. Et il n'y a pas que le cloud dans l'IT, puisque vous avez peut-être des serveurs en bare metal, des data centers en propre. Alors si vous avez des data centers en propre chez vous, a priori, ce que je dis, en fait, ça vous ennuie. Vous êtes déjà souverain, mais genre plus. Mais bon, à réfléchir pour, si vous voulez ouvrir justement des espaces d'innovation, ça peut être intéressant d'aller plutôt vers des entreprises qui sont françaises, européennes, plutôt que directement d'aller chez les GAFAM. Point d'attention, ça ne mange pas de pain de le rappeler, point d'attention technique, la connectivité. Vous allez faire vivre, a priori si vous prenez les chemins que j'ai décrits, vous allez faire vivre des workloads sur votre legacy et sur votre cible. Donc fatalement, il y a un moment, il y a du réseau qui va s'établir entre les deux. Comment ? Bonne question à se poser. Est-ce que vous avez une fibre dédiée? Est-ce qu'il y a du VPN? Est-ce que ça passe over le net avec des certificats de chaque côté? Posez-vous les bonnes questions et faites attention aussi à la facturation au volume. Deuxième point d'attention, tout ce qui est intégration à l'observabilité. Vous avez des équipes qui opèrent. Si vous rajoutez du périmètre technique, vous rajoutez de la complexité. Comment est-ce qu'on peut faire pour lisser cette complexité et l'intégrer dans les outils pour pas trop troubler au moins les process de réaction à incident. Projetez-vous sur le coût total de la solution, sur la durée, puisque a priori, vous allez vivre avec un moment. Donc il n'y a pas que le coût de la migration et du projet, il y a également le coût sur la durée. Et je ne saurais trop vous conseiller que de prototyper et de valider par des tests que en fait, vous êtes capable d'automatiser la procédure que vous avez posée sur le papier avec vos équipes techniques et que donc ça vous permettra de minimiser le temps d'indispo de certains services ou le temps de bascule parce que vous l'avez validé dans des environnements isoprod et que c'est reproductible et c'est testable. Point d'attention humain. Je le rappelle, à toute fin utile, ceux qui font savent faire. Donc si vous avez des équipes techniques, impliquez-les dès le début. Partagez la vision cible et engagez-les et écoutez-les. Il ne s'agit pas juste de leur vendre une vision et de leur dire bon on se revoit quand tu as fait le job. Il faut aussi les écouter sur ce qui est réalisable ou pas, les points d'attention, les dangers. C'est eux qui sont au charbon, donc ils vont vous remonter des problèmes de terrain qui sont toujours relous à gérer, mais qui a priori sont vos problèmes à gérer. Donc il vaut mieux les écouter et les anticiper. Les takeaways résumés avec lesquels j'aimerais que vous partiez, ne suivez pas la mode, faites des choix.
On parle beaucoup de souveraineté numérique, de cloud souverain, de cloud de confiance. Tout le monde a des badges ou est en passe d'avoir des badges. Il y a plein de cocktails, il y a des matinées où on invite des gens extrêmement élégants. Mais donc, suivez pas la mode, faites des choix, posez-vous pour savoir en quoi ça vous impacte vous, votre business. Est-ce que c'est adaptable à votre récit, dans quelle mesure? Et du coup, quelle est votre stratégie à vous? Ambition sans moyens prépare un échec, je l'ai déjà dit, mais si vous avez un plan, que vous discutez avec vos équipes et que vous dites ouais mais en fait on va pas mettre les gars, le temps ou le budget, forcément qu'il y a un moment où en fait ce que vous aurez agité comme poussière, ça va retomber, vous aurez juste cramé du budget. Sous-traiter est un risque, calculez-le. Il y a encore quelques années, le Move to Cloud, les calculs de risque, c'était c'est bon, le gain est tellement énorme par rapport au risque, on va tout basculer sur Amazon, tout basculer sur Azure. Et en fait, il y a certainement des calculs qui n'ont pas été faits à l'époque parce que, entre guillemets, jugés trop évidents. Aujourd'hui, les données changent petit à petit, doucement. Il y a peut-être des calculs à refaire et à se poser d'autres questions. Et ça, je vous laisserai avec ça, c'est éviter le sovereign washing. Avoir un badge pour dire je suis ISO 27001 et j'ai un data center avec une machine et du coup j'affiche sur mon site, moi je suis souverain parce que j'ai une machine sur le territoire. En fait, ça, de mon point de vue, ça présente peu d'intérêt parce que vous avez peut-être travaillé la vitrine, mais s'il y a vraiment effectivement un problème et un enjeu, en fait vous ne serez pas backé, et ça c'est dommage. Donc, pour répondre à la question initiale, en un mot commençant, la souveraineté numérique pour qui? Tout le monde. Pourquoi? Pour, je l'ai dit, fiabilité, durabilité, droit, maîtrise au sens général. C'est avoir un impact, que vous n'ayez pas un moment où en fait on vous retire les clés de la décision parce qu'il y a des instances qui sont 2 km au-dessus de vous qui ont décidé que. Et comment? En fait, ça va être à vous de choisir, à vous de le déterminer, parce qu'il y a autant de cas que d'entreprises et de SI. Par conséquent, je ne vais pas vous faire une leçon aujourd'hui sur comment migrer, mais je vous encourage à commencer à vous poser pour savoir ce qu'il faut faire pour vous et pour votre business. Et je vais vous laisser sur ces mots.